Tranche de vie. Petit voyage à travers nos existences. Chers auditeurs de Tranche de vie, je suis aujourd'hui en Charente, chez Daniel. Daniel est un bon exemple de ces gens qui ont fait beaucoup de choses dans leur vie et qui ne le disent pas ou qui ne le montrent pas. Vous allez voir, il va nous parler des métiers qu'il a exercés, il va nous parler de ses passions et vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Daniel, bonjour. Merci d'avoir accepté de parler à nos auditeurs de Tranche de vie. Est-ce que vous pouvez vous présenter en nous disant d'où vous êtes originaire et quel a été votre itinéraire professionnel ? Oui, je m'appelle Daniel, donc je suis né à Genouillac, en Charente, à côté de la localité où j'habite maintenant depuis toute ma vie, c'est-à-dire à Roumazières. Et j'ai commencé à travailler à l'âge de 16 ans, donc j'ai commencé à faire de l'élevage de visons pour les peaux, pour faire des manteaux de fourrure. Et j'ai resté pendant 4 ans, j'ai appris ce métier. Et après, je me suis recyclé dans la terre cuite, c'est-à-dire fabrication de tuiles. Alors, est-ce que ce sont deux activités qui sont caractéristiques de l'endroit où vous habitez ? L'élevage de visons, c'est quand même assez original. Oui, mais la région a été adaptée parce que c'était un climat doux, donc les visons se plaisaient bien. Donc ça a été créé dans cette petite bourgade à côté de Genouillac. Donc voilà. Puis j'ai passé 4 ans à m'occuper de ces bêtes. Les petites bêtes, c'est gros comme un chat. C'est pas doux parce que c'est agressif, mais de bons souvenirs. Et puis quelque chose qui était en contact des animaux, qui était bien, quoi. Donc ça, c'était une expérience de professionnelle de jeunesse. Mais qui a été quand même positive. Quels sont les comptes, en dehors du fait qu'il faut essayer d'éviter de se faire mordre, qu'est-ce qui est agréable, qu'est-ce qui est désagréable dans le métier d'éleveur de visons ? Alors, dans le métier d'éleveur de visons, ce qui est agréable, c'est le contact des animaux. Quand on aime la nature, les animaux, donc on est bien. Mais faut savoir que c'est un putois et ce qui était désagréable, c'était surtout l'odeur. Donc une odeur très très forte. Ah bon ? Et qui est une odeur persistante que vous traînez avec vous, éventuellement ? Ah oui, on le traînait bien avec soi, parce que même en prenant une douche tous les jours, en mettant des parfums assez forts, les chiens du coin, ils nous auraient sauté dessus. Hein. Bon, ça, effectivement, c'est pas très agréable. Donc, au bout de 4 ans, vous en avez eu assez de l'élevage du vison, et vous avez quitté cette exploitation où vous étiez employé. Oui, j'étais employé à temps plein et j'ai changé d'horizon et puis je me suis embauché dans les usines de tuiles qui étaient à Roumazières, donc qui est sur un bassin argileux. Et donc j'ai commencé dans une vieille usine qui s'appelait GTR à l'époque, qui n'existe plus maintenant, mais ça a été la plus ancienne des tuileries et qui a été créé par un ingénieur qui travaillait sur la voie de chemin de fer Limoges-Angoulême. Il s'est aperçu qu'il y avait de l'argile. C'était un géologue. Il s'est aperçu qu'il y avait de l'argile. Donc, il a créé une petite fabrique et puis c'est parti de là. Et après, comme on est sur un bassin argileux assez important, donc il y a d'autres tuileries qui se sont créées, entre autres TBF à l'heure actuelle, enfin Téréal maintenant. Il y a eu la société Romer, où j'ai travaillé aussi, parce que la société Romer a racheté la société GTR, et j'ai fini ma carrière anciennement Romer, mais sous l'étiquette de Monnier. Mais j'ai connu beaucoup de noms qui sont passés par là. D'accord, donc on est dans une région où la fabrication des tuiles est une activité traditionnelle et déjà ancienne. Ah oui, très ancienne. Très ancienne et
c'est l'activité majeure de la commune, quoi, du coin, quoi. On peut même dire que dans l'Antiquité gallo-romaine, il y avait déjà des tuileries dans la région, je pense. Oui, il y avait beaucoup de petites tuileries dispersées dans la campagne, mais des toutes petites tuileries artisanales, quoi. Donc, mais les Romains devaient connaître ça depuis un bon moment, parce qu'il y avait quand même des sites romains qui sont aux alentours. Qui contiennent des tuiles. Voilà, et puis ils ont dû exploiter ce filon-là. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des contraintes professionnelles de ce métier de fabrication des tuiles? Vous, qu'est-ce que vous avez fait? D'abord, quelle formation avez-vous eue pour faire ça? Et puis, quelle a été votre activité dans cette fabrication de tuiles? Alors, ma formation, j'ai pas eu de formation. J'ai été embauché comme ouvrier, donc au tout début comme défourneur. Donc, on faisait tout à la main. Toutes les tuiles étaient touchées à la main par plusieurs personnes à différents stades de fabrication, que ce soit la fabrication du départ, l'argile qui est en pâte à modeler, une fois sèche, donc passée dans les séchoirs, et une fois cuite. Et après, elles étaient mises sur palette, bien sûr. Alors, ces tuiles, elles sont entreposées dans des fours qui ont quelle forme? Alors, au tout début, c'était des fours Hoffmann, des fours à voûte, qui étaient avec un double couloir. Donc, on a enfourné tous les produits dedans. Donc, c'était une équipe d'enfourneurs qui montait on appelait ça des feuilles, c'est des montants, et le feu se déplaçait. Donc, on déplaçait les zones de feu sur le dessus du four. Qui était comme une sorte de tunnel, alors? C'était un four comme un tunnel, c'était une voûte arrondie, et on chargeait tous les produits dedans. Donc, en premier, des tuiles courbes qu'on mettait les unes sur les autres, avec des briques à planche pour les séparer. Et on rajoutait en tête, dans la voûte, on rajoutait les accessoires, tout ce qui était accessoires, fêtières, rives, tuiles ventilation. D'accord. C'est-à-dire tout ce qui n'était pas la tuile classique de couverture, mais ça veut dire que la cuisson, elle progressait de l'avant du four vers l'arrière du four, au fur et à mesure que elle se faisait progressivement. Progressivement, donc ça monte la température. Donc il y avait des zones de feu qui se déplaçaient, mais elles se déplaçaient pas n'importe comment. Elles se déplaçaient par ordre. Donc le tout début du feu était à 250 degrés, et pour arriver au cœur à 950 degrés, et pour repartir en refroidissement, c'est-à-dire avec des cuissons moins fortes en fin de processus, pour arriver sur un refroidissement. Mais moi j'arrivais en tant que défourneur, les tuiles le lundi matin étaient correctes à attraper, le jeudi était un peu plus chaude parce qu'on croisait la zone de feu qui était dans l'autre couloir, donc c'était assez pénible au niveau température. D'accord. Il y avait plusieurs fours parallèles. Ça fait deux fours, deux couloirs. Et la fin de la semaine, quand on arrivait au samedi, le feu, on le voyait à travers les tuiles, on voyait rouge, quoi, à travers des tuiles. Donc les produits, on les prenait à la main avec des gants, mais les gants, on les trempait dans des seaux d'eau pour prendre 2-3 paquets, et on recommençait, on mettait un coup dans l'eau, et on continuait, on chargeait comme ça. Qu'est-ce que vous avez vu utiliser comme combustible pour ces fours? Alors le combustible qui était utilisé pour ces fours, les tout débuts, ça a été la houille, après c'est passé au charbon, c'est passé au fioul lourd, c'est-à-dire le gros fioul visqueux. C'est passé au fioul domestique, le rose. Et là, maintenant, c'est tout au gaz. Donc là, vous avez vu tous ces combustibles ou vous avez commencé, quand vous avez commencé, c'était déjà le fioul ou le gaz? Non, j'ai commencé, moi, au gaz. Au gaz. J'ai connu que le gaz. D'accord. Alors, ça veut dire, quand vous avez commencé, vous avez fait beaucoup de manutention. Est-ce que c'est un travail dont vous avez un souvenir, d'une grande pénibilité ou non Alors c'était un travail très pénible parce que tout se faisait à la main. Donc on chargeait des chariots, on les déchargeait, donc c'était beaucoup de manutention. C'était assez pénible. Bon, quand on est jeune, on s'y fait, quoi. Enfin, on a la force, on est jeune, donc ça va.
Mais quand on vieillit, et maintenant, bon, ben, je suis à la retraite, juste à la retraite, j'ai des douleurs, je me rappelle, je vois où c'est que je les ai eues. Parce que les fours, ce sont des fours qui sont assez grands pour que vous teniez debout dedans, ou vous étiez obligé de vous courber? Non, non, on rentrait dans des fours où on se tenait debout. Oui. Donc il y avait des portes, différentes portes sur le parcours du four, sur le tunnel, parce que bon, ben, il y avait des enfourneurs qui enfournaient derrière, donc ils fermaient ces portes. Et nous, on en ouvrait et eux, ils les fermaient. Donc on rentrait dans des fours qui étaient, où on était debout, voire monter sur le dernier rang du sol pour pouvoir attraper les têtes de feuilles, quoi. Enfin les têtes de montant. Quoi. Donc, et alors les tuiles étaient évacuées à la main ou sur des chariots? Comment vous faisiez? Parce que c'est quand même lourd. Alors on les prenait à la main parce qu'elles étaient posées dans le four, donc on les chargeait sur des chariots, qu'on ressortait dehors, où on avait 2 trieurs qui nous les reprenaient, qui les triaient, donc ils sonnaient toutes les tuiles, parce qu'à l'époque on les sonnait, que maintenant on ne sonne plus. Et pour vérifier qu'elles n'étaient pas fêlées? Voilà, tout simplement, et puis qu'elles soient bien cuites. Parce que le son clair, c'est un très beau son et on savait que la tuile était bien cuite. Déjà, on avait un petit aperçu au niveau de la couleur de l'argile, enfin de la tuile. Quand la tuile est bien rouge, on sait que si elle était un rouge pâle, c'est qu'il y avait eu un dysfonctionnement au niveau de la cuisson. Il y avait beaucoup de pertes dans vos cuissons, en règle générale? Alors au tout début, moi quand j'ai commencé, il y avait de la perte, il y avait beaucoup de pertes. Mais ça s'est amélioré au fil du temps. Puis il y a eu des gens qui étaient des céramistes, qui étaient là, on avait un laboratoire, donc qui suivait ça de très près, donc sur les cuissons. Parce qu'il arrivait que les cuissons, il y ait des zones de feu qui se mettaient à couler du gaz comme ça, qui brûlait à l'intérieur. On appelait ça brûler à l'intérieur. Ça faisait une grande flamme orange et là, ça brûlait la tuile. Elle se soudait entre elles. Donc ça, c'était tout à jeter. C'était brûlé. Pour nos auditeurs, je précise qu'on voit dans la région, quelquefois, des murs de clôture ou même des murs de maisons elles-mêmes qui sont construites avec des tuiles de rebut provenant de ces usines et qui sont empilées les unes sur les autres. Est-ce que le métier de fabricant de tuiles, est-ce que c'est un métier dangereux ou est-ce qu'il y a des aspects de ce métier qui peuvent être dangereux? Alors il y a des aspects qui sont dangereux. Parce que à l'époque, il y avait beaucoup de manutention, donc il y avait des gens qui avaient des problèmes de dos, qui avaient beaucoup de problèmes de santé, quoi. Donc avec le fil du temps, ça s'est modernisé, ça s'est amélioré, mais il y a eu toujours un danger, parce que tout ce qui est semi-automatique ou maintenant automatique, il y avait les risques, c'est des machines qui travaillent toutes seules, donc il fallait qu'elles soient fermées dans des enclos où le personnel ne pouvait pas passer, autrement il pouvait se faire attraper, donc là c'est des risques mortels. Parce que vous avez parlé d'automaticité, ça veut dire que maintenant, tous les travaux auxquels vous avez participé, vous à la main, se font à la machine? Alors à l'heure actuelle, tout est fait par des robots. J'ai connu le semi-automatique, donc on faisait une partie à la main et le reste était fait, les parties les plus compliquées, les plus lourdes à faire, elles étaient faites par des robots, par des machines automatisées, quoi. Et maintenant, c'est tout fait avec des robots, donc on ne touche plus une seule tuile. Même le triage de la tuile est fait par des lasers qui détectent les imperfections de la tuile, soit elles sont mal finies ou si elles sont voilées, tordues. Donc tout ça, c'est éjecté par des éjecteurs et ça va directement en benne de casse. Est-ce que les tuiles, en dehors de l'utilisation que j'évoquais tout à l'heure, est-ce qu'elles peuvent avoir, les tuiles qui ont été cuites ou mal cuites et qui ont été rejetées, est-ce qu'elles peuvent avoir une autre utilisation? Alors dans le temps, nos anciens étaient malins, ils étaient astucieux, parce qu'ils ont toutes ces tuiles qui étaient mauvaises, qu'on ne pouvait pas mettre sur un toit parce qu'elles étaient gauches ou elles étaient mal finies, elles finissaient pour faire des murs. On appelle ça dans la région des mureuses. C'est une mureuse, et la particularité de la mureuse, c'est que tous les murs qui sont faits avec des tuiles, une fois qu'elles sont crépies et qu'elles ont un revêtement de plâtre, ces maisons-là ne se fissurent pas, contrairement aux parpaings et aux briques
qu'on voit à l'heure actuelle dans les constructions modernes. D'accord, et ça s'appelle les mureuses. Ça s'appelle une mureuse. Les mureuses, c'est-à-dire qu'une tuile imparfaite, on va dire, c'est une mureuse ou bien c'est la construction elle-même qui s'appelle une mureuse? C'est la construction par elle-même qui s'appelle une mureuse. Mais à Roumazières, c'est très caractéristique. On en voit beaucoup et on n'a pas besoin de faire beaucoup le tour de la commune pour voir des mureuses. L'industrie de la tuile à Roumazières, c'est quelque chose d'important pour la région. Et comment se porte-t-elle? Les deux grosses usines qu'il y a à Roumazières, elles sont très importantes pour l'économie de la commune déjà, même je dirais l'économie de certaines communes aux alentours, parce que ça fait vivre pas mal de personnes qui travaillent dans ces usines. Téréal, ils doivent être 500 et quelques personnes à travailler. La société Monnier, à l'heure actuelle, elles en emploient à peu près 200. Donc, il y a eu beaucoup plus de personnes. Quand j'ai commencé à travailler, moi, en 76, il y avait moins de machines et il y avait beaucoup de personnes. On était 550. Et on a fini avec 200 personnes à peu près, en comptant l'administration. Mais le foyer de production de Roumazières, sur ce bassin ou ces bassins d'argile, ça reste à l'échelle nationale, ça reste quelque chose d'important? Oui, à l'échelle nationale, c'est important, parce qu'on est présent dans toute la France, bon, plus dans certaines régions, comme la région du Sud et de l'Ouest, un petit peu dans le Nord, parce on fabrique des petites tuiles, des petits gabarits, mais on est présent, on fait énormément d'exportation. Donc Singapour, la Chine maintenant, l'Algérie, on en a fait en Taïwan, l'Australie aussi, on en a envoyé. Et puis les États-Unis du Nord, on en a envoyé. Donc voilà, on est assez présent sur pas mal de pays aussi. Donc c'est une industrie qui reste importante et notamment à l'exportation. On aurait encore certainement à apprendre beaucoup de choses de vous, de l'industrie de la tuile, mais il va falloir maintenant que vous nous disiez comment vous avez organisé votre vie de jeune retraité. Alors ma vie de jeune retraité, elle a bien failli basculer à un moment, parce que je suis en retraite depuis le 1er janvier 2016, et le 12 janvier, je fais un infarctus. Donc ça, c'était pas prévu dans mon programme de retraite, mais j'ai repris le dessus, et au bout d'un an, j'ai batifolé un petit peu au niveau santé, mais ça va, maintenant, tout va bien. Et puis là, je me suis mis dans mes passions. Alors parlez-nous de vos passions, parce qu'elles sont nombreuses et extraordinairement variées. Alors, j'adore faire du vélo, me promener dans la nature, donc ça, j'aime bien. Et aussi, j'aime énormément bricoler, donc je touche à tout m'intéresse, toutes les matières m'intéressent. Et par le biais du bricolage, je fabrique des maquettes de manèges forains, parce que dans ma famille, j'ai quand même des forains en activité actuellement, qui tournent. Et puis, c'était un métier que j'ai failli faire quand j'étais bien plus jeune, et me passionne énormément, et il y a une bonne ambiance à ce niveau-là. Donc, alors, est-ce que là, dans la fabrication des maquettes de manèges forains, ce qui est quand même très original, est-ce qu'il y a une sorte de regret, de nostalgie pour un métier que vous auriez aimé faire? Ça, c'est un petit peu un regret, oui. J'aurais adoré faire ce métier-là, j'aurais voulu en être un professionnel. Mais bon, c'est un milieu qui est un petit peu particulier. Il aurait fallu que je me marie avec une foraine d'origine déjà, parce que le milieu est très fermé. Et puis, si je connais des couples qui ont essayé de se lancer dans le métier forain et qui n'ont pas pu tenir. Il faut avoir le virus forain tous les deux, sinon ça ne marche pas. Voilà, mais il faut surtout qu'il y ait un des deux qui soit dans le milieu, qui est de la famille dans le milieu. Donc moi j'avais cette occasion-là, mais il aurait fallu que je prenne une femme foraine. D'accord. Pas de regret quand même. Non. Alors parlez-nous un petit peu des manèges que vous fabriquez avec votre technicité que vous avez acquise au fil des ans, puis peut-être pendant l'exercice de votre métier. Qu'est-ce que vous produisez?
Alors là, à l'heure actuelle, j'ai fabriqué une chenille. C'est mon premier manège que j'ai fabriqué, qui fait 1,45 m de diamètre. Il me faut 4 heures pour la monter, presque autant que les forains. Il y a beaucoup de forains qui me disent mais tu mets autant de temps pour monter ta maquette que nous pour monter notre métier. Bon, c'est vrai que maintenant ils sont tout modernes avec des hydrauliques, donc ils vont assez vite. Mais j'ai épaté pas mal de forains qui m'ont dit ça, c'est du réalisme parce que toutes les maquettes que je fais se démontent et se rangent sur les remorques comme les vraies. Vous avez des camions avec les remorques prêts à transporter, sur lesquels vous mettez vos maquettes démontées et ensuite vous pouvez les monter de toutes pièces. Voilà. Ils sont tous logés dans des maquettes qui est à 1/16e. Donc des camions, les cabines de camions, je les achète dans le commerce. Je fais des modifications dessus. Et les remorques, je les crée. Donc je récupère les roues quand même sur des vieux jouets qui sont cassés par le biais de copains, d'amis qui m'en donnent. Je les stocke et puis après je les recycle. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans mes maquettes, je réutilise que du matériel de récupération. C'est-à-dire que j'essaye avec ce qu'on jette, de le recycler et de le réutiliser. Alors, je précise pour nos auditeurs que Daniel m'a montré des photos de ces maquettes. Elles sont peintes de couleurs vives, hein, comme les stands des attractions qu'on voit dans les fêtes foraines. Et elles sont magnifiques. Et donc là, il a un souci de réalisme quand même qui est poussé très très loin. Vous parlez de matériaux de récupération. Comment sont animées vos maquettes, puisque là, beaucoup sont animées? Alors la chenille, elle tourne. Donc elle est entraînée par un moteur d'essuie-glace de voiture en 12 volts. Donc je mets une batterie puis un chargeur qui l'alimente pour pouvoir la faire tourner. Et après, il y a des lumières qui clignotent. Donc ça, c'est toutes des petites LED qu'on trouve dans le commerce en général. Donc il faut faire quelques modifications parce que faut les adapter aux différents décors, sur les différents supports aussi. Donc voilà, ça prend énormément de temps. Donc, et comme j'aime le truc très réaliste, que ça ressemble à quelque chose, pas que ce soit du bâclé. Donc je passe énormément de temps. Souvent, je passe plus de temps à calculer, à réfléchir comment je vais réaliser la pièce ou l'opération que de faire le métier. Mais alors, j'imagine que vous avez des enfants et peut-être des petits-enfants. Il doit être fou, là, de les rendre quand ils voient ça. Alors j'ai des enfants qui sont grands maintenant, qui ont des enfants. Donc j'ai 4 petits-enfants, donc 4 garçons et une petite fille. Et les plus petits, le plus vieux, il a 11 ans, la plus petite, elle a 6 mois. Donc, quand je monte ces maquettes, je les monte assez rarement, mais je les monte. Ah, ils sont tout ébahis, ils ont des yeux. Alors, je suis obligé de faire attention parce qu'ils veulent tout toucher. Mais bon, c'est pas très 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 fragile parce que c'est fait avec du fer et du bois, du plastique. Je construis quelque chose qui tienne dans le temps. Vous faites avancer les camions et vous dites, voilà, on va installer une fête foraine. Là, Voilà. Ou un 16e. On met les camions en place et après on déplie par rapport à la remorque et au camion, comme font les vrais forains. Les autres passions, est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors les autres passions, j'adore la pêche. Donc j'ai fait pendant pas mal d'années des concours de pêche. J'avais une licence de pêche. Je faisais des concours de pêche au coup, alors grande canne et la pêche à l'anglaise. Donc pêche à l'anglaise, et puis l'autre qui est un peu moins connu mais qui se dynamise un peu en France, c'est la pêche au feeder. Donc c'est une pêche de fond, sans flotteur. Et par le biais, parce que ma vie professionnelle m'empêchait de continuer cette pratique, parce que je travaillais les week-ends, les jours fériés, parce que les usines... c'est un feu continu, donc 24 heures sur 24, 365 jours de l'année, il faut que ça produise pour alimenter le four qui est constamment allumé, quoi. Donc ça m'a obligé d'arrêter cette passion, mais que je garde quand même. Quand j'avais mes repos, j'en profitais pour aller faire un tour à la pêche. Et puis ça me permettait de me détendre aussi, ça fait du bien à la tête, puis d'être au contact de la nature. J'en reviens toujours à la nature. Vous êtes engagé aussi d'une manière associative dans la pêche.
Vous êtes un responsable d'organisation ou de société de pêche. Oui, je fais partie de la PPMA, c'est-à-dire la Société de pêche de Roumazières, où je suis le trésorier depuis 2013. On a des gens qui viennent nous aider pour faire les alevinages et tout ça. Et puis je m'occupe d'une autre société de pêche qui s'appelle La Perle de Roumazières, où c'est une gestion de 5 plans d'eau, donc des anciennes carrières d'argile qui ont été remplies d'eau, et on fait des déversements de poissons. Donc on a une gestion, on vend une carte de pêche à l'année. Est-ce que la région est particulièrement propice à l'exercice de la pêche ? Oui, elle est très propice, parce que en plus on est dans une région qui est tempérée, qui fait bon vivre, on est bien, on est dans un monde rural, on n'a pas les soucis de la ville. Mais en dehors des plans d'eau qui ont été établis dans les anciennes carrières d'argile, est-ce qu'il y a d'autres plans d'eau, il y a d'autres étangs, il y a des rivières ? Oui, au niveau de la société de pêche que je gère, enfin je participe à gérer, on a les plans d'eau de Machaban, de Lavaux, du Sérail qui est à Abzac, de la Grande Prairie qui est à Angoulême, de Fresneuil qui est à Angoulême. Donc tous ces grands plans d'eau, ils sont gérés par la fédération départementale. Et nous, la PPMA de Roumazières, on gère le barrage de Lavaux et le barrage de Machaban. On en a la responsabilité. Je précise pour les auditeurs que ce sont 2 retenues d'eau qui ont été établies, l'un sur la Haute-Charente, l'autre sur un de ses affluents. Voilà, qui est la Moulde pour le Machaban et Lavaux, c'est la Charente, le lit majeur de la Charente. Et là, il y a de gros parcours de pêche. On peut passer de très bonnes journées tout autour. Il y a de la place, il y a de l'ombre, il y a des accès qui sont aménagés. Il va y en avoir d'autres qui vont être aménagés un petit peu plus parce qu'il en manque. Et puis comme ça, ça va étaler un peu plus les gens sur le pourtour, quoi. Daniel, quand vous descendez de votre vélo, que vous avez peaufiné vos maquettes, que vous vous rendez à une ou deux réunions des sociétés de pêche où vous travaillez, est-ce qu'il vous reste un petit peu de temps pour faire autre chose ? Oui, ça m'occupe bien, mais bon, il faut garder de l'activité, c'est important. On m'a appris aussi, malheureusement dans mon problème de santé, qu'il fallait pas s'isoler, il fallait s'occuper l'esprit, et puis qu'il y avait encore plein de choses à faire, quoi. Même si on est à la retraite, on est encore des gens dynamiques, quoi. Donc, oui, je me bouscule un petit peu. Aujourd'hui, je suis dans un coin, je m'occupe de mes maquettes. Là, j'ai un projet de maquette qui est un manège d'enfants, donc qui est tout à fait démontable, un manège carré, pas sur remorque, mais qui se démonte et qui se loge dans une semis. Là, je suis au niveau des plans pour le moment. Daniel, dans le monde qui nous entoure, qui n'est pas drôle en ce moment, est-ce que vous, un homme qui est issu là de ce terroir de Charente-Limousine, vous êtes un retraité heureux? Moi, je suis un retraité heureux. Et puis là, je suis libre. Je fais ce que j'ai envie de faire. Faire ce que vous avez envie de faire, est-ce que c'est le conseil que vous donneriez aux jeunes aujourd'hui? Oui, il faut faire ce qu'on a envie de faire. Et puis, parce que moi, je pense que quand on fait quelque chose qui nous plaît, puis qui nous tient à cœur, on réussit beaucoup plus à faire des bonnes choses, on fait des bonnes choses, que si on fait quelque chose à contre-cœur, on bâcle et on vit pas même, on vit pas. Daniel, merci beaucoup pour cette leçon de sagesse et pour tout ce que vous nous avez apporté. Merci aussi de m'avoir interviewé. C'était Tranche de vie, une émission proposée par Jean-François.